Aujourd'hui, nous allons fêter les 15 ans du Dessous des cartes. Alors ce petit cours de géographie politique est né en même temps que Arte, et 15 ans, ce n'est pas rien. Le monde a connu évidemment beaucoup de changements géopolitiques. L'URSS existait encore, l'Allemagne mettait fin à sa division, l'Europe avait 12 membres et elle se remettait à tracer des frontières, la Chine n'était pas encore tout à fait réveillée, et on n'avait pas conscience ni du réchauffement climatique, ni des plans d'Al-Qaïda. Alors pour fêter cet anniversaire, je vous propose aujourd'hui un exercice inhabituel. Nous avons été pêcher dans nos archives quelques exemples de prospectives. Certains se sont révélés bien vus et d'autres se sont révélés erronés. Mais curieusement, ce qui est archive n'est pas du passé, c'est du présent et vous allez pouvoir le constater. Alors le premier extrait, qui remonte à l'invasion du Koweït par l'Irak, date de 1990. Bonsoir. Je voudrais vous proposer un petit exercice de politique fiction, ou pour être plus précis, de faire de la prospective et d'essayer de conduire à leur terme les conséquences d'une guerre ouverte avec l'Irak. Admettons qu'il y ait confrontation militaire et que Saddam Hussein et son régime soient renversés. Quelles seraient les conséquences? Les conséquences, ce serait un vide politique que plusieurs forces chercheraient à combler. Alors, quelles seraient ces forces? Il y aurait les Kurdes. Les Kurdes ont été gazés par les troupes de Saddam Hussein en 1988. Ils sont 5 millions en Irak. C'est cet autre peuple sans État au Moyen-Orient. Et en Irak, ils pourraient tirer profit de ce conflit militaire pour se réapproprier une part du sous-sol riche en pétrole dans le nord, dans la partie nord de l'Irak, et gagner ainsi les moyens d'une autonomie qu'ils réclament depuis plusieurs décennies. Et puis, autre force, il y a les chiites. Les chiites en Irak représentent environ 50% de la population et ils ont 3 raisons majeures d'en vouloir au régime de Saddam Hussein. D'abord, c'est un pouvoir sunnite. Ensuite, c'est un pouvoir laïque et dit progressiste. Et puis les chiites ont payé un tribut très lourd dans le conflit militaire avec l'Iran de 1980 à 89. Sachez d'ailleurs que les chiites en Irak ne reconnaissent absolument pas à Saddam Hussein le droit de proclamer la djihad, la guerre sainte, contre les Américains. Vous voyez comment il est possible de réfléchir aux conséquences d'une guerre avec l'Irak. Parce que renverser Saddam Hussein, c'est une chose, souhaitable ou non, c'est à chacun de se faire son opinion, mais trouver une nouvelle stabilité politique à cette région, c'est tout à fait autre chose. Eh bien, les questions posées dans ces 2 extraits demeurent en fait 15 ans plus tard. D'abord, la relation entre État et nation. L'Irak est un État fondé de toutes pièces par les Britanniques, après la fin des Ottomans, et les Américains sont aujourd'hui face au même problème que le gouverneur britannique Percy Cox à partir de 1921. Ensuite, les intérêts américains recoupent-ils forcément les intérêts mondiaux? Et puis enfin, cette question permanente d'une économie mondiale fondée exclusivement sur les énergies fossiles, sur le pétrole, et ce qui fait mesurer notre immense degré de dépendance. Deuxième exemple de prospective maintenant, on reste sur les questions d'énergie et nous allons regarder des cartes de la mer de Chine méridionale. Regardez, en mer de Chine méridionale, ces minuscules îles dispersées s'appellent les Spratleys. Elles sont peuplées essentiellement de pêcheurs, mais dans la région, personne n'est d'accord sur la nationalité de ces pêcheurs. Parce que ces îles, elles sont revendiquées par 6 pays. Il y a 6 prétendants. Les réserves de pétrole dans les Spratleys seraient équivalentes à 1000 milliards de dollars américains. Or, à la fin de l'exploitation des gisements dans la province chinoise du Xinjiang, dans 10 ou 15 ans, la mer de Chine du Sud pourrait devenir une sorte de zone de remplacement pour le XXIe siècle, pour le pétrole de la Chine. La Chine prend donc les devants. Eh bien, 13 ans plus tard, on comprend pourquoi ce pays s'organise à l'échelle mondiale pour être importateur de pétrole. Cette tendance se dessinait dès 1991-92 et il fallait, pour le percevoir, mettre en relation certains signaux. C'est l'une des choses très amusantes que permet l'approche pluridisciplinaire. Voici maintenant une 3e tentative de prospective, cette fois en Europe du Nord. L'extrait date de janvier 91. Les pays baltes revendiquaient alors leur indépendance, un an après la chute du mur de Berlin. Ce n'est sans doute pas dans la valeur économique qu'il faut chercher l'importance des pays baltes pour l'URSS, mais d'abord dans la situation stratégique. Regardez sur cette carte, les ports de Liepāja et Klaipėda, pendant les longs mois d'hiver, ils ne sont pas pris dans les glaces, contrairement à Riga et à Leningrad. Ensuite, dans la situation géographique, regardez les problèmes de frontières internes que poserait
le district russe de Kaliningrad, l'ancien Königsberg allemand. Une indépendance de la Lituanie, ajoutée à la souveraineté de la Biélorussie, qui a été déclarée en juillet 90, isolerait Kaliningrad, le couperait de la Russie, alors que c'est là le seul port militaire russe hors glace. Il faudrait donc tracer un couloir terrestre ou maritime, ou même un couloir aérien, entre le district et la Russie pour relier l'un à l'autre en toute souveraineté. Au fond, ce serait tolérer une sorte de Berlin à l'envers. Alors vous voyez, il n'y a jamais de bon moment pour faire des déclarations d'indépendance, même si la période actuelle semble favorable. Alors valeurs politiques, valeurs stratégiques, valeurs de référence liées aux souvenirs historiques, tout cela laisse, à mon sens, assez peu de chance aux Baltes pour retrouver leur indépendance, pour le moment. L'erreur de prospective est bien là. Les pays baltes seront indépendants en 1992, tout simplement parce que l'URSS disparaît et Kaliningrad, que vous avez vu sur la carte, se retrouve 10 ans plus tard comme une île au milieu de l'Union européenne. Personne n'avait vu venir l'effondrement de l'Union soviétique, et puis de toute façon, nous sommes tous habitués à des schémas connus, moi compris, presque incapables d'imaginer l'inconnu politique. Dernier exemple qui vient de nos archives, les Balkans. Dessous des cartes a depuis le début une particularité, c'est de revenir sur des dossiers, proposer un suivi, une continuité. Et la région des Balkans, que nous avons traitée plusieurs fois, nous a toujours semblé importante, et vous allez vous souvenir pourquoi. Reprenons la carte des répartitions de population en Bosnie en 1991. Vous voyez apparaître des populations croates, bosniaques et serbes. Et comme ici, chaque point représente environ 2500 personnes, ce bon niveau de précision permet de voir les régions où telle population domine en nombre, ou bien les régions beaucoup plus mixtes. Eh bien, à partir de cette carte, on pouvait un peu anticiper, car toute stratégie militaire, après tout, n'est qu'au service d'une vision politique. Et celle des Serbes, c'est la Grande Serbie, et cela impliquait d'abord d'établir un couloir pour relier entre eux les Serbes de Serbie, les Serbes de Bosnie et les Serbes de Croatie, et ensuite créer un territoire ethniquement homogène en vidant de leur population les zones à majorité musulmane. En somme, pour les dirigeants européens, qui, rappelons-le, sont tout de même nos propres élus, la purification ethnique n'est plus un casus belli. Eh bien, nous sommes écœurés et nous sommes honteux. Nous pouvons seulement nous estimer heureux que Milosevic et Karadzic n'aient qu'une vision locale et pas des ambitions européennes. Sauf que ce qui se cache derrière eux et auquel nous n'avons pas répondu, c'est le nationalisme ethnique. Nous n'y avons pas répondu à cause sans doute d'un manque de courage, d'un manque de volonté, mais très certainement d'un manque de vision. Voilà, ces extraits qui couvrent 1990-2005 décrivent bien cette période de notre vie politique internationale. Faire de la prospective, cela ne relève pas de la cartomancie, mais du croisement de différentes disciplines, de changements d'échelle, de cartes et de réflexion, d'une intégration du point de vue de l'autre, et surtout, cela implique beaucoup de voyager sur le terrain. Alors, ces chroniques de guerre annoncées, on aurait pu aussi vous montrer des cartes du Kosovo, de la Tchétchénie, de la Côte d'Ivoire, soulèvent la question de la guerre comme instrument d'une politique, mais cela souligne aussi ses conséquences innombrables. Les questions énergétiques deviennent désormais des questions climatiques et révèlent la vision courte de générations consommatrices, la mienne, vis-à-vis des générations qui suivent. Alors pendant ces 15 ans, nous avons découvert à quelle immense échelle se situait la pandémie du sida, nous avons découvert Internet et la mondialisation, ou le 11 septembre avec ses causes et ses conséquences. Voilà évidemment qui dessine l'avenir de ce cours de géographie politique face à ce grand amphi qu'est la télévision, pour passer de la géopolitique à la politique tout court. Dessous des cartes n'éprouve nul besoin d'être géopolitiquement correct. Cette émission est née et s'est développée dans la plus totale liberté d'expression, sur une chaîne européenne, binationale, qui est un outil de réconciliation et qui est un modèle parfaitement exportable pour d'autres couples de pays. Je pense au Japon-Corée ou bien Serbie-Bosnie. Alors merci à toute l'équipe du Dessous des cartes, notamment les réalisateurs, les graphistes, les deux co-auteurs de ces textes, Virginie Resson et Franck Tétard. Pour fêter cet anniversaire, nous publions un premier atlas, édité chez Arte et les éditions Talendier. Il se veut un outil pour aider la réflexion, le raisonnement, et il reprend l'essentiel de nos itinéraires géopolitiques. Ensuite vint la colonisation de la planète Mars. C'était plus difficile car il n'y a pas d'eau.
Et elle devint possible en 2701 grâce à l'expérience acquise par les Luniens dans la culture sous serre, l'utilisation des clones pour les travaux agricoles, leur savoir-faire dans le commerce avec la terre, demeuré éloigné. Le développement de Mars se fait donc en quelques années, après la création des colonies de la Nouvelle-Belgique, New Dakar, Nisigrad, la capitale, se constituent au-delà des monts Galilée et Newton, des colonies plus modestes comme Victor, Salvador et Médor. Alors la guerre de Mars aura-t-elle lieu? C'est la question qu'il convient de se poser. C'est ce que je vous propose que nous vérifions ensemble dans 1000 ans.